but next year for sure, we will have over 1 million robo-taxis on the road. Le vélo est devenu à Paris vraiment un moyen de transport domicile-travail. Il faut avancer vers la mobilité totalement propre. Il suffit par contre de ne pas se tromper sur ce qu'on appelle la mobilité propre. Bienvenue sur Bitume, le podcast qui s'intéresse à l'avenir de nos mobilités. Et en cette période de fête, on se devait de faire un épisode un petit peu différent, un petit peu spécial. Et non, on ne parlera pas du traîneau du Père Noël, on ne parlera pas de si le Père Noël utilisera une Lime, une Zoé ou bien ses petits petons pour aller jusque dans les hôtes de chacun de vos foyers. À mes côtés, Luc de Zomer, salut. Bonjour messieurs. Et Mathieu Sabarly, salut les gars, pour un épisode rétrospective sur cette merveilleuse année 2022, peut-être la première année de cette ère post-Covid, ou vraiment, est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'il n'y a pas de post-Covid, on vit avec maintenant, c'est un petit peu ça. Il a changé nos habitudes et on vit avec, en effet. Exactement, c'est plutôt une année pour tirer plutôt des enseignements vis-à-vis de ce qui a été peut-être un petit peu contraint par cette période. Je pense notamment à un sujet qui avait déchaîné les passions, qui déchaîne toujours un petit peu, il faut le dire, surtout dans la ville de Paris. On va y revenir juste après, puisque je voulais juste vous préciser une petite chose en premier. Il n'y aura pas de petite revue de presse dans ce 5e épisode de Bitume, en tout cas pas pour celui-ci, puisque c'est un épisode un peu spécial et dédié justement à cette rétrospective. Par contre, on a un petit cadeau pour vous à mettre sous la hotte. Ça s'appelle The Fast Lane. C'est une superbe page LinkedIn sur laquelle vous pouvez retrouver justement toute une veille autour du monde de la mobilité, de l'automobile jusqu'à la micro-mobilité, avec une newsletter également qui est à retrouver pour laquelle je vous invite à vous abonner. Et puis, il y aura d'autres cadeaux qui vous seront disséminés tout au long de l'année, des petites analyses, des petits articles et des intervenants externes qui viendront également compléter et partager leur vision du monde de la mobilité. The Fast Lane, je vous invite à suivre la page sur LinkedIn, je vous invite à vous abonner à la newsletter et à faire tout de suite un rebond sur ce que je disais juste avant. On parlait de passion, on parlait de l'ère post-Covid. Mais on ne peut pas parler d'ère post-Covid sans parler effectivement du Covid qui était là juste avant. Et quand on parle du Covid, on parle également des coronapistes qui ont parsemé nos villes depuis cette période-là comme un moyen de relancer la mobilité de tout à chacun sans passer par la concentration des foules dans les transports en commun. Et aujourd'hui, en 2022, ça a été au centre de l'actualité également. On écoute un petit extrait du Conseil de Paris. C'est que l'usage de ce type de mobilité douce aujourd'hui est fortement ancré. On a plus de 10 millions de trajets depuis 2021, 62% concernent des Parisiens et les autres grandes villes du monde accélèrent ce type de service. New York, Londres, Berlin, Oslo, Copenhague. Voilà, ça c'était l'actualité au Conseil de Paris. Aujourd'hui, la micro-mobilité, on va pas se mentir, ça s'est vraiment installé dans les habitudes. Le vélo, on vend plus de vélos électriques qu'on vend évidemment de voitures électriques. L'usage de ces coronapistes s'est pérennisé et a explosé. On est tous d'accord pour dire que c'était pas qu'un gimmick du Covid. Non, je te rejoins Antoine sur ce point-là, c'est pas uniquement lié au Covid, et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on creuse, en fait, on se rend compte que les raisons sont plus spécialement les mêmes. Quasiment 2 ans après la fin des confinements, on retrouve en fait d'autres raisons. Il y a eu l'inflation, les différentes crises, je pense qu'on va en parler tout au long du podcast. Et aujourd'hui, l'une des principales raisons de l'usage notamment de la micromobilité, quand on pousse un petit peu du vélo et du vélo électrique, c'est aussi l'augmentation des coûts. C'est rouler en voiture, c'est un coût qui est non négligeable. Et en plus de ça, tu parlais de Paris, notamment avec l'extrait que tu viens de nous pousser. Les transports en commun sont plus autant efficaces peut-être qu'avant aussi. Ouais. Et ça ajoute en fait de l'usage derrière à ces micromobilités-là. Qui a été par ailleurs largement aidé. On se souvient des fonds qui ont été créés par le gouvernement et ou supportés par la mairie de Paris pour les infrastructures, les pistes cyclables.
Donc finalement, ça a profité au-delà du coronavirus et du coup des changements d'habitude d'utilisation de moyens de mobilité. Ça a aussi profité d'une vague un peu plus verte et de l'encadrement qui a été fait par l'État, tout simplement. Dans le fond, il y avait besoin d'un électrochoc au final pour populariser ces micromobilités. Sinon, on serait certainement resté ancré dans nos bonnes vieilles habitudes. Il a fallu au final que ces fonds soient débloqués pour l'investissement dans les pistes. Il a fallu que les gens également découvrent tout ça et prennent le plaisir au final de rouler à vélo, à trottinette. Moi, expérience personnelle, effectivement, j'utilisais déjà le Vélib avant, mais j'ai un peu rallongé mes trajets depuis cette période Covid. Premier abord, c'était un peu contraint, et ensuite, c'est également un plaisir par rapport à prendre le métro, boucher, etc. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est qu'on voit que l'usage continue à être à un niveau assez élevé, malgré la fraîcheur actuelle. Enfin, aujourd'hui, il faisait quoi, moins 2 ce matin ? Moins 3. Moins 3, encore mieux. Et au final, on utilise encore. Fluctuo a sorti son dernier baromètre de la mobilité partagée, d'ailleurs, qui est un bon indicateur quand même des usages de micromobilité, même si ça n'est pas l'indicateur exclusif. L'usage continue de retrouver des niveaux assez intéressants. C'est pareil, c'est pas uniquement en Europe, c'est peut-être ça qui est aussi remarquable. Aux États-Unis également, on retrouve des chiffres assez intéressants. C'était NACTO, qui est un organisme qui représente les municipalités nord-américaines, qui faisait état également d'une augmentation de l'usage du vélo partagé et des retours également à des niveaux assez intéressants. Donc un succès. Alors, par contre, ça a quand même créé quelque chose qui n'était pas prévu. On a vu pendant plusieurs mois, je crois me rappeler, les ventes dépassaient les 100%, les progressions étaient juste affolantes. Et par contre, finalement, certaines pistes n'étaient pas suffisantes, ne le sont encore toujours pas. On a vu, en tout cas, quand on a dû réparer nos vélos, j'ai vu qu'en Allemagne, en Italie, en France, ça devenait un peu compliqué. Et du coup, on est loin du procédé de révision qu'il faudrait faire sur son vélo. Et finalement, on se retrouve quand même avec quelque chose qui a fortement progressé, dont on aurait pu totalement tirer parti. Et j'ai comme un arrière-goût on n'a pas totalement profité de ce qui s'est passé, de cet essor fulgurant qu'on aurait pu prévoir, ou en tout cas accompagner, vu la durée de la pandémie, pour donner un peu plus de moyens, prévoir des pistes cyclables un peu différentes, faire en sorte que les réseaux de réparation du vélo se développent, se déploient, voire soient accompagnés par la mairie. Finalement, qu'on encadre plus fortement et qu'on aide encore plus fortement l'usage de certaines micromobilités, notamment le vélo. Est-ce que ce n'est pas un investissement à avoir également dans un changement de mentalité des automobilistes aussi ? On voit beaucoup de tensions qui se créent. Alors, à tort et à raison, il y a des usages des deux côtés, je pense, qui sont excessifs. Il ne faut pas jeter la pierre à l'un ou l'autre, mais on sent une véritable aversion du cycliste chez pas mal d'automobilistes métropolitains. Le shopping Rivoli ? Oui. Et donc, ça a mené quand même à ce genre de réaction que l'on a entendu au Conseil de Paris. Et il faut le contextualiser. Cette réaction au Conseil de Paris, elle fait écho à la menace brandie par la mairie d'interdire l'usage des trottinettes en libre partage dans la capitale française. Évidemment, il y a des levées de boucliers, gros lobbying désormais des 3 acteurs sous licence à Paris, à savoir Dott, Thiers et Lime. Grosse levée de bouclier, anticipation des règles de sécurité, parce qu'il faut rappeler, tout ça c'est lié à une chose, la multiplication d'accidents entre trottinettes et piétons et usagers de trottinettes parfois seuls, dû à des pratiques parfois non sécurisées. On est d'accord, dans une ville qui montre autant l'exemple que Paris, ça quand même, personnellement j'ai l'impression que c'est quand même un mauvais signal à envoyer que de couper le sifflet aux trottinettes libre-service. Mais il n'y a pas vraiment de choix, je trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit le déploiement des trottinettes, quand on voit l'usage qui en est fait, le non-respect de beaucoup de règles élémentaires de sécurité qui sont assez pas mal rappelées,
la lacune de moyens de sécurité. Il y a pas en tout cas, je crois qu'il n'y a qu'un opérateur qui commence à mettre des casques sur ces trottinettes. Quand on voit tout ça, je suis d'accord avec ce que tu dis, au message que ça peut envoyer, mais je pense qu'il est plus important là de commencer à respecter la sécurité, l'entretien de ces moyens-là et finalement leur permettre un vrai usage, plutôt que de continuer à, même s'il y a eu une petite révolution, un petit retracement qui a été fait, on est quand même loin de permettre aux usagers de totalement se déplacer avec une sécurité de bon niveau. Ouais, je poserai plusieurs contre-arguments perso. Le premier, c'est une étude assez récente qui montrait qu'au global, toute réglementation allant à l'encontre de la mobilité douce, qu'elle soit individuelle ou partagée, était directement corrélée à une dégradation des conditions de circulation, de la fluidité du trafic, et donc avec tout ce que ça engendre derrière en termes de pollution, etc. Ça, je rajouterai par au-dessus un point. On parle des casques notamment. Je ne suis pas un grand défenseur de la cause du casque sur les vélos et les trottinettes, notamment en libre partage. Pour moi, ça décourage à l'usage. Pour moi, une des raisons pour laquelle aujourd'hui j'aime bien prendre mon Vélib, j'aime bien prendre ma trottinette, c'est parce que j'ai rarement prévu de la prendre avant. En fait, c'est que me suis déplacé quelque part et ça m'arrange là d'aller de ce point A à ce point B. Et donc, le fait d'avoir forcément un casque, on sait très bien que c'est un élément mobile sur une trottinette partagée, ça va être volé, ça va être perdu, ça va être cassé, ça va se dégrader. Donc, au final, c'est un enfer, je pense, à maintenir pour les opérateurs, même si certains, comme Cityscoot, semblent y arriver. J'avoue que je connais moins bien ce petit monde-là. Et donc, également, il y a une autre chose. On a plus de risques. C'est également une autre étude. Alors évidemment, je n'ai pas la source là, j'en suis désolé. Vous pourrez la vérifier ou m'attaquer si j'ai menti. Mais on a plus de risques de mourir, plus de chances de mourir en ne faisant pas de vélo que de mourir d'un traumatisme crânien sur un vélo. Donc en termes de balance bénéfice-risque, c'est un sujet qu'on a souvent entendu récemment, donc je pense que chacun est sensibilisé à ça. En fait, il vaut mieux, en fait, parfois, faire un sacrifice sur ce qui nous paraît être un élément de sécurité essentiel parce qu'on était trop habitué à faire du vélo loisir sur des chaussées parfois un peu différentes et peut-être moins adaptées, alors que le vrai travail, il est sur l'infrastructure, il est sur potentiellement d'autres mesures de sécurité. Je pense il y a des technologies intéressantes, Pony, qui est français, a mis en place des checks pour vérifier qu'il n'y ait pas deux personnes sur la trottinette. Il y a des contrôles de l'identité qui ont lieu également. Je pense qu'il y a d'autres leviers en fait, pour améliorer la sécurité sans pour autant aller à l'encontre de la santé publique et également en fait, de choses qui font des avancées au final pour notre vie urbaine et notre environnement. Non, je te rejoins totalement sur ce point, Antoine. Et c'est vrai que quand on voit en fait, les usagers de trottinettes, c'est souvent des personnes qui semblent ne pas respecter le code de la route. Ce qui arrive aussi avec des personnes en vélo, en Vélib, mais je pense qu'on est plus sensibilisé aux risques qu'on encourt en vélo que des fois aux risques encourus en trottinette. Et le fait d'avoir des capteurs qui permettent de mesurer le poids justement sur la trottinette, de vérifier la carte d'identité, on rentre dans un process où on se sent plus contrôlé, sans pour autant limiter l'usage, mais au moins ça freine un petit peu. Tu parlais de Cityscoot. C'est un 2 roues motorisé, il y a une plaque d'immatriculation, ce qui fait que si on commet une infraction, on va recevoir le procès verbal, on va devoir payer derrière l'amende, et tout ça fait que je pense que les usagers sont plus respectueux. Ça dissuade. Ouais. On en revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a un besoin quand même d'encadrer, de permettre un usage qui est le meilleur. Là, c'est vrai que ce dont je parlais, sont des moyens de mitiger certains risques qu'on peut avoir. La fabrication, la construction de lignes dédiées aux moyens de mobilité douce reste essentielle. On en a vu un peu partout. On a vu à Milan, à Budapest, à Paris. On a même vu des énormes à Montréal. Je crois qu'il y a plus de 300 km de voies qui sont en train d'être créées. Ça reste l'essentiel. Inspiré de Paris d'ailleurs. Oui, exactement. Avec une autre dimension. Mais c'est peut-être aussi l'objectif de ce coup de semonce de la ville de Paris. L'idée, elle n'est peut-être pas d'interdire, elle est peut-être d'avoir essayé de provoquer cette réaction des opérateurs de micro-mobilité et de faire en sorte qu'eux aillent encore plus loin et se sentent obligés de le faire sous peine du coup près. Pensez pas ?
Si, ça a tout l'air d'un coup de pression. Totalement persuadé, surtout qu'ils l'ont déjà fait. C'est ce qui a permis de rationaliser certains des acteurs. Enfin, est-ce que vous imaginez, par contre, parce que là, on parle quand même, quand on regarde les mesures de sécurité sur les trottinettes, la limitation de la vitesse, par exemple, quand on arrive dans certaines zones où on est limité, je crois, à 10 ou 15 km/h. Est-ce que vous pensez qu'un automobiliste serait prêt à se voir bloquer, géobloquer sa vitesse? Ça me permet de faire la transition, en fait. Je vous laisserai pas répondre. Ça me permet de faire la transition vers justement ce monde de l'automobile en pleine transformation. Et un des acteurs les mieux placés pour en parler, c'est notre ami Carlos Tavares. Nous aurions souhaité que les décisions prises par l'Union européenne aient fait l'objet d'une étude d'impact, comme nous avons l'habitude de dire. Cette étude d'impact n'a pas eu lieu. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir les conséquences de ce qui était prévisible. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a été annoncé, en particulier par le groupe Stellantis depuis plusieurs années. Donc il n'y a pas de surprise. Maintenant, nous avons l'habitude de dire dans notre pays que le vin est tiré, il faut le boire. Nous sommes dans une compétition extrêmement serrée avec notamment les constructeurs chinois qui sont en force ici aujourd'hui à Paris. Et nous sommes prêts. Le vin est tiré. Mais vont-ils le boire, vraiment ? On entend déjà un peu une levée de bouclier quand même autour de... Alors une levée de bouclier, un droit de révision. Parce que ce que Carlos Tavares évoque, on parle évidemment de la transition vers le véhicule électrique et de cet objectif de l'Union européenne, horizon 2030-2035, de mettre fin à la commercialisation de véhicules thermiques neufs. Et donc c'est ça, ce vin dont parle Carlos Tavares. Est-ce qu'ils vont le boire, donc ? On parle déjà du droit de réserve ? On parle déjà d'éventuellement revenir sur cette cible de 2035 ? Vous voyez quoi, vous ? Sortez vos boules de cristal, messieurs. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix, Mathieu ? Compliqué ta question, là. Compliqué de prendre une position. Tu aimes ça ? Ah bah oui. Je ferai un extrait. Elle est compliquée parce qu'on voit plusieurs mouvements. On voit un mouvement qui est imposé par quelque chose qui dépasse largement l'automobile. Nos objectifs en termes d'émissions de carbone dépassent de beaucoup ce que peut faire l'automobile. Et du coup, l'automobile est pris dans un mouvement, dans un marasme qui est celui des économies d'énergie, de la moindre émission, etc. Donc difficile en ce sens que l'auto est un passe-droit vis-à-vis d'autres industries qui sont obligées et qui vont peut-être être facilitées ou avoir la vie un peu complexe avec ce qui se passe côté crise énergétique. Du coup, c'est le premier là. Ça, c'est compliqué. Le deuxième, par contre, c'est... Et je sais que Stellantis en a beaucoup parlé. Il y a certains constructeurs allemands, notamment Porsche, qui recherchent encore beaucoup une voie d'efficience de moteurs qui ne sont pas électriques. Quand on voit l'obésité dans laquelle on est en train d'arriver avec certains produits, les SUV, les véhicules électriques, qui représentent 10 à 20% de poids supplémentaires, qui évidemment du coup sont plus lourds et plus consommateurs en termes d'énergie. Et le Hummer électrique. Exactement. Même c'est pas grave, je me rappellerai après. Une petite société anglaise qui faisait des véhicules légers va sortir en Smart, SUV. Le Smart 01, non ? Il y a Smart, qui n'est pas un SUV, qui est quand même un peu plus grassouillé, on va dire. Je ne sais plus, je me rappellerai peut-être tout à l'heure. En tout cas, quand on voit tout ça, on se dit on a peut-être abandonné un peu vite des recherches et développements sur d'autres types de moteurs, etc. Et donc, et puis il y a le sujet du développement de la vieille Europe et des États-Unis. Quand on voit en effet les facilités que vont avoir certains constructeurs asiatiques, et notamment surtout chinois, avec l'accès aux matières, avec l'accès facilité à la supply, on se dit que c'est quand même pas la meilleure idée pour défendre les intérêts occidentaux de partir dans ce sens-là. Donc je ne donne pas de réponse. Je dis juste qu'en effet, Stellantis et M. Tavares ont certainement regardé les différents impacts. On le sait, rendu des conseils qui étaient sans aucun doute pertinents, au moins écoutés, que la décision n'a fait aucune mesure pour le moment et que, vu ce qui est en train de se passer,
il est loin d'être impossible qu'on pédale un peu en arrière, ou qu'on revoie ce type de décision. En tout cas, ce ne serait pas petit à petit, avec ce qui est en train de se passer côté économique, ce ne serait pas une si mauvaise idée. Après, ce qui est intéressant, c'est quand même de se le fixer en objectif et pas de se dire dès aujourd'hui qu'on ne va pas y arriver et donc qu'on commence déjà à lâcher l'accélérateur. Mais je pense aussi que c'est surtout un problème à prendre de bout en bout, en fait, parce qu'une voiture électrique est propre aussi si l'électricité a été produite avec une énergie propre aussi. Et c'est là justement qu'il y a un vrai travail, on va peut-être pas parler de tout ça maintenant, mais un vrai travail politique aussi sur vraiment tous les maillons de la chaîne. Et on le voit en ce moment avec la crise énergétique, avec les centrales à charbon qui ouvrent, et cette situation est vraiment complexe. Et il faut vraiment, je pense, la prendre de bout en bout. Situation un petit peu qui va nous faire tourner à la schizophrénie, puisque d'un côté, on a la crise du carburant avec les grèves qui nous ont mis en avant, on va dire, cette dépendance, et également la crise géopolitique derrière qui s'est enclenchée avec la crise en Ukraine, qui a fait flamber les prix du pétrole. On s'est dit à ce moment-là, il faut tous partir sur l'électrique. Et puis ensuite, on a retourné sa veste une fois que les prix de l'énergie, de l'électricité ont augmenté avec les risques de pénurie. Et malheureusement, ça fait mauvaise presse aux véhicules électriques, puisque on entend déjà les anti-électriques sortir les arguments. Regardez, en Suisse, s'il y a coupure, vous n'aurez plus le droit de charger votre véhicule électrique. Vous serez même contraint de limiter vos déplacements si vous avez un véhicule électrique. On peut en parler quand même, cette décision de la Suisse. J'ai l'impression que elle a peut-être un agenda caché, j'en sais rien, parce que c'est un peu ridicule. Je pense pas que ce soit les véhicules électriques qui apportent la plus grosse charge actuellement en Suisse sur le réseau. Enfin, j'ai pas l'impression. C'est le chauffage comme dans le reste de l'Europe. Exactement. Et pour autant, on entend déjà en fait cette petite information-là amplifiée plus que mesure. Ça me paraît contre-productif un petit peu quand même. Mais bon. Globalement aussi, ça a ouvert la porte, tu l'as évoqué Mathieu, la porte est grande ouverte aux acteurs asiatiques. Et là où Carlos Tavares parlait, justement, c'était au micro de BFM Business, c'était au Mondial de l'Auto. Et donc, ça a été un peu le témoin de cette grande offensive asiatique. Si on se rappelle, Stellantis, justement, a surtout fait du bruit politiquement parlant, grâce à son PDG. Par contre, sur le salon, c'était un peu plus timide. Voilà, on va pas se mentir, hein, c'était plus timide. De leur côté, Renault, de son côté, avait massivement investi. Par contre, les autres acteurs habituels, on va dire, du salon, les germaniques, on avait parlé dans notre épisode ensemble, hein, ils étaient aux abonnés absents. Par contre, la Chine est arrivée massivement. La Chine et au-delà même, hein. Mais on avait BYD, on avait VinFast également, on avait d'autres. Xpeng n'y était pas, malheureusement. Geely était... Oui, effectivement, ouais. Bref, c'était la grande offensive, et ils ont pris la place, on va dire, de ces acteurs historiques. Ils ont montré que le status quo n'allait pas persister selon eux. JWM, peut-être qu'on cherchait. Great Wall Motors. Exactement, c'était eux. C'était eux avec l'Aura 4 notamment. Bref, ils ont un vrai plan produit, une vraie offensive en Europe, dans nos contrées. Et encore, on en oublie, puisque effectivement, d'un côté, on a Geely, on a également SAIC Motors avec MG. Et il faut le rappeler également, parfois le loup est déjà dans la bergerie, le véhicule le moins cher sur le marché en véhicule électrique, c'est une Dacia Spring produite, je vous le donne en mille, en Chine. Donc, on comprend également ce genre de discours de Carlos Tavares. De son côté, l'objectif, il est clair, il est de déclencher une sorte de protectionnisme également vis-à-vis de ces acteurs de leur offensive, sachant qu'ils ont un accès privilégié à certaines matières premières, certaines ressources clés de ce nouveau monde de l'auto. Voire ils sont totalement intriqués, comme BYD, ils sont totalement intriqués avec les capacités de production de ces batteries. Donc oui, ce serait sain quand même de déclencher une réaction à un moment. Le timing va certainement être encore plus choisi au moment où on va commencer à parler de récession plus fortement ou autre. Je pense que ce sera un moment choisi pour repasser ce message-là.
Et on m'a dit dans l'oreillette que Emmanuel Macron en a discuté avec Joe Biden lors de son voyage aux États-Unis aussi. Énigmatique. Non, mais il faut le rappeler, pourquoi également c'est important d'en parler avec Joe Biden, ce sont ces règles de protectionnisme côté américain, donc qui ne pénalisent pas forcément uniquement la Chine, mais peut-être surtout les Européens au final. Donc il y a un véritable petit jeu qui se joue, et en fait la Chine n'est pas uniquement le seul côté à regarder dans ce côté-là. L'équation, elle est quand même complexe et bien plus globale, puisque le contexte, il faut le dire, hein, même avec les ambitions européennes de souveraineté, cette année a montré une chose intéressante, c'est que dès qu'on a eu la première crise énergétique, tous les acteurs qui se revendiquaient comme étant pour la souveraineté européenne, je pense à... Bon, je ne vais peut-être pas dire le nom parce que c'était pas décidé non plus, mais il y a des remises en question de la politique de batterie en Europe. Ils sont prêts à aller plutôt aux États-Unis. Il y a des rumeurs comme ça d'aller produire aux États-Unis parce qu'il y a des aides. En plus, ça veut dire qu'on pourra fournir les constructeurs américains. Et puis l'énergie y est moins chère. Donc ça va être un véritable défi là, sur l'année à venir, c'est de faire en sorte que là, ces usines qui doivent émerger de terre, là, les gigafactories, qu'on attend notamment pas mal dans le nord de la France, hein, on attend plusieurs dans le nord de la France, Envision, ACC, Vercor, il y a un bel écosystème qui se crée en France. Ça va être quand même une année intéressante à suivre là-dessus parce qu'elles vont commencer à arriver. Et puis on voit ce qui s'est passé en Angleterre. British Volt, qui était en grosse difficulté encore récemment, sauvé sur le gong, mais on n'est pas sûr que ça lui assure une grande pérennité. Et c'est le but d'un industriel, celui de trouver comment fournir à moindre coût une capacité. Voilà. Donc c'est sûr que là, la période ne va pas aider aux protectionnistes, à la souveraineté européenne, sans aucun doute. Du coup, on va voir des choix qui vont certainement dépasser ce que les règlements ou la mieux-disance nous permettaient de dire il y a quelques temps. Et du coup, l'autre tendance de l'année, c'était autour de l'hydrogène, quand même. Notamment au salon de l'auto, on avait Opium, Namix, et la mise en place plus globale d'une grande filière hydrogène. Et est-ce qu'on y croit ? Alors c'est compliqué, j'ai pas envie qu'on se lance dans ce débat-là quand même. Hein. J'allais lancer un deuxième débat hyper compliqué, moi j'aime bien... Ne me lance pas. J'aime bien agiter la boule de cristal, mais là, on va éviter de le faire. N'empêche que ça reste un sujet assez complexe. On le sait aujourd'hui, il n'y a peut-être pas encore la filière pour produire de manière propre, et puis c'est contesté même sur les usages qu'on voyait évidents, comme sur les transports de poids lourds. Une étude intéressante de Kearney qui a montré justement que finalement les batteries, les camions à batterie avaient leur mot à dire et pouvaient même peut-être potentiellement davantage jouer un rôle dans la décarbonisation des transports poids lourds. Pour autant, les premiers modèles hydrogène arrivent également. Hein. Nikola, en partenariat avec Iveco, doit sortir un camion. Il y a des camions également qui sortent électriques en face. C'est la révolution à aller un peu partout, en fait. Est-ce qu'ils vont réussir ? La question qu'on va se poser. Toyota n'a pas totalement craqué, réussi à son installation sur le marché, alors même qu'il le proposait en avance de phase. Certes, on connaît les limites, mais il y aura de toute manière les limites qu'on croise sur le véhicule personnel, le véhicule léger. Il y a quand même une forte probabilité pour qu'on puisse les croiser sur un monde poids lourd, transit, fret. Le retour spectaculaire de Toyota avec BYD en partenaire, oui. Ouais. Non, le sujet aussi pour moi était, en tant que particulier, ce qui nous intéresse aussi, c'est le coût d'usage. C'est qu'aujourd'hui, je crois que globalement, le prix au kilomètre entre de l'hydrogène et de l'essence, il est sensiblement le même. Alors que l'avantage de l'électrique, on voit que le véhicule va peut-être coûter un peu plus cher à l'achat, mais à la fin, en faisant un calcul assez simple, on se rend compte qu'on est assez rapidement gagnant. Donc c'est ça aussi qui va déclencher cet effet passage d'un modèle essence vers hydrogène ou essence vers électrique. Donc à suivre justement sur l'évolution du coût de l'hydrogène. Si on se le dit avant qu'il soit poussé par le règlement, la grande Europe, par finalement tout un aspect réglementaire, je ne sais pas si vous me suivez, si vous êtes d'accord avec ça, mais je ne pense pas qu'on voie à court terme l'arrivée de l'hydrogène à fond. On est encore, les recherches et développements, même s'ils sont lancés, restent timides, en tout cas au sein des constructeurs qu'on peut suivre.
Le rendement, on le connaît, on vient d'en parler. Le coût n'est pas non plus un argument. Les verts, les gens qui vont regarder en tout cas l'aspect green de l'hydrogène vont vite tomber sur presque l'ineptie que ça peut être, en tout cas à court terme, vu les gaz à effet de serre notamment que ça peut produire, même si on extrait l'hydrogène de manière plus propre. Donc je pense qu'à court terme, on ne verra pas, à moins d'une inflexion, ou plutôt d'un gros lancement côté étatique, à l'avènement de l'hydrogène pour tous, et quelle que soit son utilisation, de léger à fret. Et au final, quand on prend un peu un pas de recul sur le monde de l'auto, on a eu les primes à la casse, on a eu la prime carburant liée à cette crise énergétique, donc là c'est vraiment cette année qui a été renouvelée, reconduite, la prime pour les gros rouleurs, je crois maintenant. On a eu les bonus, les malus aussi, de manière au départ un peu moins franche. Est-ce que c'est pas sursubventionné au final l'automobile ? Est-ce que ça ne devient pas un service public maintenant ? Ça devient pour moi exactement comme le sujet énergie. Ça devient derrière un sujet politique, de la même manière que là aujourd'hui on va avoir un chèque chauffage pour cet hiver. Exact. On ne va pas rentrer dans la politique française. Mais en effet, je pense qu'il y a un vrai sujet. C'est pas derrière protéger uniquement les automobilistes. Il y a aussi derrière toute une filière. Il y a ceux qui vont raffiner l'essence. Ouais. Et je pense qu'il faut le prendre aussi sous ce prisme-là. C'est que demain, si plus personne ne roule, on a des sociétés derrière qui sont aussi en danger. Et on en a besoin. Exactement, on a des filières fortes quand même, il faut le rappeler, en Europe, dans ces mondes-là. Je provoquais un petit peu... j'ai envie de vous taquiner aujourd'hui. On le sent. Ouais. On sent que Papa Noël t'agite. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui m'agite plus que de parler de l'autonome et de Tesla ? Je pense pas. Surtout c'est ça. Donc essayons de parler un petit peu de la tech dans le monde de la mobilité. Et on va commencer par une news finalement assez récente, mais qui en dit long. Difficult day for many in the tech industry as hundreds of employees at Argo AI in the Strip District found out they're losing their jobs. Eh oui, Argo AI, qui était l'entreprise, la start-up portée à bout de bras par deux géants, de mastodontes de l'auto quand même, Ford et Volkswagen, qui a été abandonnée par ces deux puissants actionnaires. Voilà, le bébé a été coupé en deux. Bon, j'aurais préféré une autre image, je suis désolé pour celle-là. Elle est fine. Mais ça a été, l'entité a été un peu répartie entre les deux acteurs, mais principalement avec une logique en tête, rationalisation. On ne veut plus sortir le portefeuille pour, à perte, financer un rêve, certains diraient même une utopie, celle du monde de l'autonome. Parce qu'au final, ça va revenir comment, là, en ce moment ? Ça va revenir sur le fait que la priorité chez Ford, c'est Blue Cruise, plutôt un système de niveau 3. On va peut-être pas dire sur 4, mais 3, un niveau 3. Aujourd'hui 2+, et bientôt, il espère, 3. Et c'est exactement la même priorité chez Volkswagen, qui va récupérer des personnes qui parlent quand même encore du niveau 4 chez eux. Alors effectivement, ils ont également Moya, qui est une entité de leur côté, qui pourrait exploiter ces technologies-là. Donc ça pourrait faire sens dans le contexte d'une navette autonome et pas d'une voiture individuelle. Et puis on a vu tout un tas d'autres annonces dans les robots deliveries, etc., des Amazon, des FedEx plutôt, et d'autres acteurs qui ont commencé à dire nous, on va désinvestir un petit peu parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup trop loin. Et nous, ce qu'on a besoin en ce moment, c'est des revenus. C'est quand même des revenus. Donc c'est gros enjeu quand même. Là maintenant, ça va être de rentabiliser ces investissements-là. Il y en a peu qui savent le faire. Après, ça me semble être une tendance aussi globale dans le monde de la tech en ce moment. C'est on coupe, on rationalise et on se focalise sur l'activité principale et l'objectif à la fin, il est quand même de satisfaire un utilisateur. Et est-ce qu'aujourd'hui, réellement, les conducteurs souhaitent justement bénéficier de ces niveaux-là ? Est-ce que l'autonomie, les véhicules à conduite autonome, ce sont vraiment une fin en soi pour le conducteur lambda, je dirais, aujourd'hui ? Je ne pense pas. En étant proche aussi.
Je suis particulièrement d'accord avec ce que tu dis. Et je pense que ça commence à être intégré. Si on va même un peu plus fin, j'ai l'impression, vous me dites si ça n'est pas le cas et si mes informations datent un petit peu, mais que les niveaux 3 vont assez largement se lancer en 2023. Il y a la série 7 de BMW qui doit se lancer. Il y a Mercedes qui lance son Drive Pilot ou Drive Pilot. Il y a les Américains, il y a Kia. On voit finalement une généralisation de la sortie du niveau 3, en termes d'annonce en tout cas. Voilà. Le niveau 3 devenant le nouvel ADAS, la nouvelle aide à la conduite avec une vraie automatisation. Et ça, du coup, en termes d'usage, a priori, ça marche. Là où le niveau 5, beaucoup semblent avoir fait une croix dessus, ou en tout cas, les investisseurs semblent beaucoup moins y croire. Et là où le niveau 4 semble correspondre à certains usages, un peu luxueux, a priori, pour certains types de véhicules ou certains déploiements qui se font dans certaines régions. Je pense notamment à Dubaï. Je ne sais plus exactement qui le fait, mais je crois que c'était Cruise, qui vient des États-Unis, qui déploie une partie de son offre à Dubaï. Voilà, donc les services de robotaxi vont correspondre à un type d'usage pour certainement un type de région et du coup de population qu'il y a dans ces régions. Moi, je ne vais pas vous mentir, le niveau 3, je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Il y a plusieurs choses. Déjà, on avait Honda qui devait lancer un pilote il y a maintenant 2-3 ans au Japon. On a peu entendu parler de lui. Il y a Mercedes qui l'avait lancé cette année. J'ai rarement vu, on va dire, des exemples. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais bon, voilà. Je suis très curieux également par rapport à ce chamboulement des opinions chez les constructeurs qui disaient au départ que c'était une ineptie parce que ça amenait à la distraction et que c'était impossible de prévoir 10 secondes à l'avance le changement de situation et le fait qu'on remplissait les conditions liées à l'exploitation d'un système autonome de niveau 3. Donc je ne dis pas que c'est impossible, je ne suis pas à leur place, on va dire, pour juger de la maturité technologique. Je dis que je suis curieux et j'ai envie de savoir effectivement, puisque BMW notamment fait des efforts collectifs avec Stellantis pour mettre au point ce système autonome de niveau 3. Voilà, je demande à voir là-dessus. Quant au niveau 4, il faut quand même qu'on avoue une chose. Moi, je pense que là où c'est le plus intéressant à regarder, c'est aux États-Unis et en Chine d'ailleurs. C'est les deux pays qui vont vraiment de l'avant là-dessus parce qu'on a des flottes commerciales qui sont là. Je pense à Las Vegas, même récemment, avec Motional, qui est en partenariat avec Uber. Je pense plus tôt dans l'année à San Francisco, qui commence à s'élargir sous l'égide de, je crois, à la fois de Waymo et Cruise. Cruise, oui, c'est ça. Voilà. Il y a Austin, au Texas, pour laquelle il vantait, on parlait dans un précédent épisode, le fait d'avoir réussi à mapper assez rapidement la ville. Bon, ça reste perfectible évidemment, mais le fait est que, on parlait tout à l'heure du fait de rentabiliser, eux ils peuvent déjà commencer à rentabiliser. Il y aura un effet curiosité dans un premier temps qui risque de les aider, il y aura un effet de masse qui va être un défi pour eux parce qu'une fois que tu auras une flotte, on va dire, suffisamment grande, et il faut savoir l'exploiter, et on voit déjà des cas de cruise par exemple qui se bloquent mutuellement et qui bloquent un carrefour complet. Ça arrivait quand même plusieurs fois, donc ça sera également quelque chose de super intéressant à suivre sur l'année à venir. Et puis seront-ils capables aussi de passer au-delà de l'Atlantique? Les villes européennes n'ont rien à voir avec les villes américaines. Les villes américaines sont des villes pour les passionnés de géométrie, de rectangles et de carrés, et soyons honnêtes, ce n'est pas les trajectoires les plus complexes à prendre en considération. Là où les villes européennes, avec leurs rues plus étriquées, les patterns un peu moins simples peut-être à interpréter, font qu'aujourd'hui, on ne voit toujours rien. Alors ok, c'est des capitaux américains, mais c'est peut-être le test ultime, enfin quoique le test ultime, c'est plutôt en Inde, etc. Mais là où effectivement c'est peut-être moins régulé parfois dans la circulation. Mais bref, je m'éparpille. Toujours est-il que ça va être extrêmement intéressant de voir comment ça va s'accroître, accroître son empreinte aux États-Unis, quelle ville ça va cibler et comment ça peut se développer. Et on parlait de bien commun tout à l'heure, d'intervention de l'État. Je suis persuadé que l'État ait un rôle à y jouer. Et pour le coup, je crois qu'on voit en Allemagne d'ores et déjà en fait des initiatives. Alors je crois que ça se fait, les initiatives de projet autonome niveau 4 a été annoncée.
ne se fait pas avec des Allemands. Je crois qu'on parle de Mobileye et de NIO, donc israéliens et chinois. Donc, on est en train de voir qu'au-delà de commencer à proposer des flottes commerciales, des business lancés par certaines entreprises, on voit l'État, ou en tout cas des initiatives, une initiative qui est en tout cas poussée assez largement par l'État. On parle de l'Allemagne dans les différentes news publiées par NIO, j'en suis certain, Mobileye un petit peu moins. Ce qui serait étonnant, c'est quand même de voir NIO financé par l'État allemand au final. Mais oui, c'est intéressant à suivre, et il y avait également des programmes pilotes autour des navettes. Il ne faut pas les oublier. Il faut voir également comment ça va se développer de ce côté-là. Certains acteurs, je pense à Local Motors qui avait fermé ses portes. Mais on a encore des champions en France autour de la navette. Il y a des politiques volontaristes de certains États également, plutôt dans les pays du Golfe. Ouais. Je pense au projet NEOM notamment. Ouais. Et donc il faudra voir effectivement comment ça peut aider aussi au développement. Effectivement, on a besoin de situations, de cas concrets, de cas réels. Il y a eu cette année également la ligne, alors je ne vais pas dire le numéro sinon je vais me tromper, mais la ligne RATP avec un bus autonome sur une ligne, effectivement, un tronçon qui était sécurisé plutôt par rapport au réseau de la circulation, mais un bus chinois qui circulait donc sur cette route en situation d'autonomie. Il y a également un catalyseur qui va certainement accélérer, potentiellement à Paris notamment, c'est les Jeux Olympiques. Ça a toujours été des tentatives plus ou moins réussies. Souvent moins. On ne va pas citer Tokyo, si Si Je te laisse parler de l'Ipalette, vas-y. Non. C'est sûr. Ça, je reviens juste, c'est la ligne de bus 393. Merci Luc. Oui, c'est qu'on ne peut pas vérifier là, mais bon. Vous vérifierez ceux qui écoutent le podcast, je compte sur vous. T'as la marque du bus ? Très bien, on passe. Non, on parle beaucoup d'autonome, mais en réalité, il n'y a pas que ça non plus. C'était également une année autour des Software Days de différents groupes, Stellantis CMI, comme Volkswagen CMI aussi. Ça a été le grand écart encore une fois, parce que comme on l'a dit sur l'autonome, il y a eu Argo AI qui ferme d'un côté et en même temps des déploiements dans les villes. Et là, c'est pareil, Software Defined, on a les grands plans de recrutement, les grandes ambitions Software Day. Et en face, on a Volkswagen qui dit finalement, je décale de 4 ans, 5 ans, mon OS ambitieux, etc., mes plans soft potentiels. Encore une fois, ça s'agite beaucoup et ensuite ça s'autorégule dans un sens. Alors, on sent le désarçonnage encore post-Covid, où il faut absolument aller vers une cible. La cible software ne fait aucun doute pour l'industrie automobile. C'est la voie de pérennisation de cette industrie. Qui va lui permettre économiquement d'être plus viable, de se déplacer plus fortement, plus rapidement sur le rôle plus grand que peut avoir l'automobile dans les services de mobilité et de dépasser même son propre rôle de producteur de boîtes automobiles. Par contre, comment y aller ? C'est quoi la meilleure manière de s'y prendre ? Avec quel type de ressources, quel type de technologie, de partenaires ? Comment on intègre ça dans l'entreprise ? Ouais. Ça reste une énigme encore aujourd'hui et certainement pour quelques mois, années pour la plupart des constructeurs du monde. On n'est pas tous Tesla où on peut démarrer d'une feuille blanche et puis faire une croix sur le legacy, la complexité qu'on embarque depuis de grandes années. Non, et on cite souvent Tesla en exemple. Ils ont en effet un coup d'avance, mais l'avenir nous dira si au final leur stratégie aussi aujourd'hui est la bonne. Quand on voit le partenariat Renault-Google, ouais. On pourra peut-être se dire dans quelques années qu'au final, Renault a eu raison. L'avenir nous le dira, des stratégies différentes. Et comme on le disait récemment, l'approche de Tesla, parfois un petit peu folle et non sécuritaire, et pas forcément toujours la meilleure approche à mettre en avant. Mais je ne vais pas te relancer là-dessus, Mathieu. Non, c'est intéressant que tu parles de Renault et de Google. Effectivement, les approches sont quand même diamétralement différentes entre un Volkswagen, par exemple, qui veut plutôt faire son OS, même si basé sur d'autres technos. Mais ils veulent leur OS, leur emballage, leur écosystème. Et en face, on a des approches comme Renault, plutôt partenarial. C'est compliqué de voir, on va dire, qui s'en sortira. Il y a une volonté de garder la valeur d'un côté, il y a une volonté de s'ouvrir à un écosystème plus large de l'autre.
Et ça, voilà, on voit quand même aujourd'hui que Renault s'est lancé dans une grande stratégie autour de ça. Il y a Waze qui sort, il y a eu les grandes annonces, et aussi une grande réorganisation plus globalement. On parle de la séparation quand même de Renault en entités, Ampère, Horse et même manufacturier Power. On a leur réorganisation d'un côté, on a Volkswagen qui chamboule la tête avec Herbert Diess, remplacé par Oliver Blume. Et j'espère que je me suis pas trompé, c'est bien Oliver Blume. Oui. 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 Et donc, on voit pas mal de chamboulements également dans l'organisation des entités. Stellantis avec SWX également qui s'est lancé. General Motors qui continue de croire et d'investir dans Cruise, ça reste également quand même un signal important. On pense de rapprochement également. On avait Stellantis avec Foxconn. Volkswagen réfléchit également à certains partenariats stratégiques avec ce type d'acteurs. On continue, c'est pas nouveau, c'est pas cette année, mais ça continue. Totalement, tout ça. Ça n'est pas nouveau du tout. Il y a eu une petite temporisation début 2022 avec le contexte macroéconomique et puis géopolitique. Aucun doute, quand on regarde maintenant les partenariats, les mouvements de fusion-acquisition, que ça s'accélère et que ça s'accélère pour acquérir de la technologie qui devient en fait un moyen clé. Faire tout seul directement en son sein n'est plus quelque chose d'envisageable. En tout cas, la vue des décideurs des constructeurs automobiles mondiaux. Et par ailleurs, les fusions-acquisitions vont permettre de manière plus large, au-delà de la technologie, de venir sécuriser l'apport de ressources, matières. Et donc je pense qu'on va voir ce mouvement-là. Là, on dépasse 2022. On a commencé à voir les premières acquisitions de sociétés au-delà de technologie sur des sujets de supply ou d'approvisionnement de matières. Je pense que c'est un mouvement qu'on va continuer de voir et certainement une focale particulière pour les prochaines M&A. Il y a aussi la logique partenariale qu'évoquait Antoine, toi Mathieu qui évoque les fusions-acquisitions. Il y a aussi des joint ventures. Et pas uniquement, là on parlait beaucoup d'embarquer, infotainment, Renault, Google, etc. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est par exemple Capgemini et Audi qui se sont alliés pour créer XL2. Ça ne doit pas se prononcer comme ça, mais je le prononce à la française pour ceux qui sont intéressés. Qui au final, le constat d'Audi était sûrement de se dire on n'a pas toutes les compétences également en interne pour transformer notre société et s'appuyer comme un acteur, une ESN telle que Capgemini, leur permettra de se transformer aussi en intérieur pour vraiment avoir une transfo de bout en bout. Et c'est comme ça que justement les constructeurs atteindront la cible aussi du full digital, je pense. On va peut-être clôturer cet épisode et j'en profite pour faire peut-être un petit tour de table rapide. Je vous rassure, je ne vous demande pas de me donner comment sera 2023. C'est plutôt un des sujets qui va vous intéresser sur l'année à venir. Et je vais commencer peut-être par Mathieu. L'idée, c'est juste de voir parmi tout ce qu'on a évoqué, etc., toutes les évolutions qui sont enclenchées, il y a des choses qui vont certainement arriver en 2023, qui pourraient arriver. C'est quoi ce que tu as envie, toi, de suivre particulièrement ? Une des choses que tu aimerais suivre, c'est peut-être pas là forcément, mais voilà. Tu veux que je te parle de NFT, c'est ça ? Tu me provoques. Pas du tout. En tout cas, je pense qu'il y a deux grands sujets qui vont m'animer les prochaines semaines et mois. Évidemment, le software. Justement, je parlais d'intégration. Comment est-ce que les OEM vont réussir à pleinement intégrer le software et à tirer toute la quintessence de ce que ça peut leur permettre de faire. Et puis, deuxième sujet, je sens que pour 2023, on va rentrer dans un exercice de réalisme. Et je me fais un peu écho à ce que M. Tafarès partageait sur l'accessibilité des voitures, enfin de la mobilité. Le boom qu'on va rencontrer très certainement, qu'on commence à voir déjà sur le véhicule d'occasion, et globalement le sujet de l'accessibilité des moyens de mobilité, et notamment de la voiture, est quelque chose que je vais particulièrement surveiller les prochaines semaines. Luc ? Il m'a volé la première partie de réponse. Non, le software, je trouve ça juste passionnant de voir à quel point le monde de l'auto se transforme. Et aussi l'innovation technologique et je pense aussi à la connectivité. Je pense qu'on n'en avait pas parlé ici, mais le V2X,
la communication véhicule to everything. Je trouve ça passionnant, et avec la 5G qui va arriver, je me dis qu'il y a des belles choses qui se peaufinent, et j'ai envie de voir un petit peu comment les constructeurs vont prendre en main ce nouveau défi, parce qu'on a encore aujourd'hui quand même très peu d'annonces, je trouve. Donc voilà mes sujets 2023. Exactement. Eh bien, je vais clôturer, moi. Moi, je vais tout simplement refermer la boucle par rapport au premier sujet qu'on a lancé. On a parlé de micro-mobilité. Parce que vous avez pris tous les sujets software, Inco, etc. Il a failli casser la table. Je me suis fait mal. C'est plutôt de voir également comment les acteurs historiques du monde de la mobilité, il ne faut pas se mentir, le monde de l'auto, les principaux constructeurs sont des acteurs historiques de la mobilité, comment ils vont prendre à corps ce sujet également. Moi, je suis très intéressé de voir, par exemple, ce que dit le CEO de Polestar sur le fait de faire des vélos, mais de concevoir les vélos, pas de simplement les rebadger. Et on pense notamment à des marques comme Peugeot, et Peugeot Cycle notamment, qui est juste à côté, qui me semble être une super marque, qui a une histoire et qui retourne, on va dire, dans une période tendance. Alors je sais qu'il y a des situations complexes en termes de licence, etc. Je ne sais pas encore si vraiment Stellantis a la marque Peugeot Cycle, etc. Mais ça montre une chose derrière, c'est que quand on vend aujourd'hui des nouveaux concepts de mobilité, comme on voit Mobilize avec sa Bento, sa Duo, les petits modèles compacts, Citroën avec son ami, en fait, on voit quand même qu'ils essayent de tâter du terrain, ces nouveaux formats, et descendre un petit peu dans l'échelle de la taille des véhicules vers le bas. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui bloque pour aller encore plus bas. Et donc, voir des marques comme Polestar, on va dire, déjà commencer à parler de ça, ça me rend curieux, en fait. Est-ce que des Renault, des Peugeot, des Mercedes, il y a des projets, Porsche investit à nouveau là-dedans, etc. En gros, je suis vraiment curieux de savoir si un constructeur auto peut vendre des vélos, au final. Est-ce que c'est là où on va aller, etc. Donc, c'est un gros sujet, je vous avoue. Et en deuxième mini-sujet, je pense que je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le niveau 3. Voilà, c'était voilà, mon petit truc, mon petit point d'attention sur 2023. On ne sortira pas la boule de cristal maintenant, mais plutôt la boule à neige. Exactement. Car les fêtes arrivent, et ça tombe bien. Deuxième petit cadeau. Juste si vous suivez The Fast Lane, je reviens dessus, effectivement, j'ai aucune part là-dedans, franchement, je suis pas du tout impliqué, spoiler alert si, mais je vous invite à le suivre cette page, puisque nous reviendrons également de notre côté avec une petite rétrospective sur l'année 2022 à retrouver sur notre page. C'est en anglais pour l'instant, mais pour nos amis franco-français, une nouvelle version arrive très bientôt, suivez. J'ai hâte. Allez, à la prochaine. Et bonne route à vous.